Et bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver comme tous les lundis, maintenant vous en avez l'habitude, mais peut-être que vous m'écoutez sur un autre jour de la semaine, je ne sais pas, donc j'ai envie de dire joyeux jour de semaine, là où vous m'écoutez. Voilà. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont je parle pas tant que ça, mais qui est pour moi hyper important, c'est le faire famille quand on est atypique. C'est un grand sujet et j'ai fait d'ailleurs des livres là-dessus quand même. J'ai fait une BD Atypiquement Nôtre qui est magnifiquement illustrée par Sévanie. Franchement, un grand merci à elle parce que je le dis souvent, mais concrètement, je ne sais absolument pas dessiner. La dernière fois, mes enfants m'ont demandé de dessiner un lapin. Je crois qu'ils m'ont dit que c'est un tyrannosaure ou un hérisson. Je sais pas comment j'ai fait ça. Donc voilà, c'est une BD, encore une fois, qui s'adresse plutôt aux jeunes adultes, adolescents, mais voilà aussi aux adultes, oui c'est ça. Et sinon, il y a Ma famille atypique aux éditions Le Duc. D'ailleurs, je vous mets tout ça en barre d'infos, vous avez l'habitude. Donc oui, c'est un sujet quand même que j'ai pas mal étudié. J'accompagne beaucoup de couples et notamment de familles. Donc j'adore ce sujet et je me suis dit, mais c'est trop dommage que tu n'en fasses pas un épisode de podcast. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important. Et je vais d'ailleurs, je pense, vous proposer quelques citations qui, moi, me parlent et qui vont certainement parler à beaucoup d'atypiques. C'est de dire qu'une famille, c'est un refuge qui doit être sûr, sécure, où on peut se sentir soi-même, sans crainte du jugement. Que la famille, ce n'est pas seulement le lien du sang, mais que c'est surtout le lien du cœur. Que la famille, c'est là où commence l'amour, et là où justement ça ne se termine jamais. Et que dans une famille, on se serre les coudes dans les moments difficiles, et on se réjouit ensemble dans les moments de joie. Est-ce que ça vous parle ? Et du coup, ça renvoie à cette question qui est pour moi fondamentale pour les atypiques. Pour vous, qu'est-ce que c'est de faire famille ? Cette question, elle n'est pas anodine. Car je remarque bien souvent que lorsqu'on la pose aux personnes neurotypiques, faire famille, c'est surtout les liens du sang, la famille que l'on crée. Tandis que chez les neuroatypiques, lorsqu'on creuse et qu'on leur propose vraiment de réfléchir, donc il y a cette phylocognition permanente qui font partir dans tous les sens, mais le faire famille, c'est pas si clair que ça. Il y a la famille du sang, il y a la famille du cœur. Beaucoup d'atypiques considèrent du coup leurs amis comme des membres de la famille. D'autres non, et c'est totalement ok. Mais vous, c'est quoi une famille pour vous ? Ou qu'est-ce que ça devrait être ? C'est vrai que ça sous-entend souvent qu'est-ce que ça a été votre famille lorsque vous étiez jeune ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées, que vous ne voulez pas reproduire ? Et là, on touche à l'intime. Finalement, la notion de famille, ça touche à l'intime. Je vous donne un exemple personnel, mais moi, j'ai vraiment eu la sensation que j'avais une famille lorsque j'ai eu 2 enfants. Me demandez pas pourquoi, c'est très très subjectif. Mais lorsque j'en avais qu'un seul, j'arrivais pas trop à nous considérer comme une famille, étrangement. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que les personnes qui ont un enfant ou qui même qui n'en ont pas ne sont pas des familles. Absolument pas. C'est vraiment là une sensation personnelle. Et c'est de ça dont je parle. En fait, c'est des sensations personnelles. Sauf que on est conformé à voir la famille, soit d'un point de vue juridique, légal, soit lié à notre coefficient familial, soit à travers le regard des autres. Donc moi, ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui, à travers cet épisode de podcast, c'est de vous demander qu'est-ce que c'est faire famille pour vous ? Qu'est-ce qui vibre en vous lorsque je vous dis ça, en fait ? Et oui, ça peut réouvrir certaines blessures. Et encore une fois, quand ça ouvre des blessures trop compliquées, je suis la première à vous dire qu'il ne faut pas hésiter possiblement à aller consulter, voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est hyper important. Mais voilà, faire famille, qu'est-ce que c'est pour vous ? Et on va voir certaines difficultés qui reviennent souvent, notamment pour les couples atypiques. Alors, qu'est-ce que c'est un couple atypique ? Petite redite pour les personnes qui n'ont pas écouté effectivement les podcasts précédents. Mais un couple atypique, c'est un couple où au moins un des partenaires a une neuroatypie. Que ça soit de l'hypersensibilité, du HPI, donc du haut potentiel intellectuel, du TDAH, donc de tout ce qui est trouble de l'attention et de l'hyperactivité, du TSA, donc le spectre de l'autisme, ou des troubles 10. Il n'est pas rare d'avoir plusieurs atypies. Donc du moment où un des partenaires a au moins une ou plusieurs du coup atypies, c'est un couple atypique. Il est totalement possible d'être en couple avec quelqu'un qui est neurotypique ou neuroatypique également. Donc ces couples atypiques, ils ont quand même des besoins et des limites en particulier.
D'ailleurs, si tu es un professionnel de l'accompagnement, sache que j'ai fait toute une formation en e-learning, et je te mets tout ça en barre d'infos encore une fois, sur comment on accompagne ces couples atypiques qui ont des besoins et des peurs en particulier. Ces couples atypiques, lorsqu'ils veulent créer une famille, c'est pas si évident que ça. Déjà parce que la première difficulté, c'est de trouver la personne finalement qui est compatible avec soi-même. Et là, la première question à se demander, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une vie de couple ? Encore une fois, il y a énormément de choses à déconstruire. Pour les couples que j'ai pu accompagner, je trouve qu'il y a une erreur qui revient souvent. En fait, c'est de se calquer sur des exemples neurotypiques. On a plein d'exemples neurotypiques, que ce soit dans les films, dans les livres. En fait, lorsqu'on est atypique, on vit quand même dans un monde qui est fait par et pour des neurotypiques. Ce qui est logique, puisque nous sommes une minorité. Mais du coup, ce qui est illogique, c'est de calquer sa propre vision du couple sur des modèles préexistants neurotypiques. Donc, il y a énormément de déconstruction à se faire. Et donc, il y a énormément de déconstruction à faire. Et la vraie question, c'est quelles sont vos attentes à vous ? Quel genre de couple vous aimeriez avoir ? Quelles sont vos attentes ? Et ça, c'est pas toujours facile d'y répondre parce que lorsqu'il y a eu des souffrances précédentes, qu'il y a eu des déceptions, il y a des croyances qui se sont formées sur ces déceptions. Et j'en entends souvent qui disent ça va, j'ai trop donné, je suis pas fait pour ça. Là, en fait, c'est une croyance qui est liée à des déceptions qu'on n'a pas travaillées, en fait. On n'est pas allé au bout du processus et c'est ok parce que c'était douloureux, en fait. Mais du coup, en fait, après, qu'est-ce qu'il va faire ? Le cerveau, il est très simple, hein. Il a un biais de confirmation qui est énorme. Si on a une croyance, il va aller chercher toutes les choses et tous les arguments de notre vie, en fait, pour confirmer notre croyance. Et donc, on va rester avec cette croyance. Donc, par exemple, on va aller après vers un partenaire ou une partenaire qui ne va pas nous convenir, parce que comme ça va nous permettre de démontrer que notre croyance, au départ où on n'était pas fait pour la vie de couple, est vraie. Tu vois, j'ai retenté avec un tel, ça n'a toujours pas fonctionné. Non, vraiment, c'est sûr, je suis vraiment pas fait pour la vie de couple. Mais après, c'est possible. Est-ce qu'on est tous faits pour avoir une relation de couple ? Je pense pas. Je pense qu'il y a des gens, en fait, que ça ne tente pas, comme il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, et c'est totalement ok. Encore une fois, on est des milliards sur cette planète. Ça serait une incohérence totale de penser qu'on a tous les mêmes besoins. Sauf qu'on est dans cette idée de se dire, il faut se mettre en couple, il faut avoir des enfants, enfin voilà. Mais ça serait bien, en fait, de vous demander, et si j'avais vraiment le choix ? Si je n'avais pas peur du regard des autres ? Si vraiment, personne ne pouvait savoir ? Quel choix je ferais ? Posez-vous cette question-là. Donc, la difficulté de trouver la bonne personne demande d'abord de savoir quelles sont nos vraies attentes par rapport au couple et non pas par rapport à la personne. Parce qu'après, finalement, la personne, est-ce qu'elle peut, elle aussi, rentrer dans nos attentes de couple ? Ça, c'est une autre question. Et est-ce qu'elle doit ? Ça, je vous laisse répondre. La deuxième grande difficulté, c'est la peur de s'investir beaucoup trop émotionnellement. Et donc, après, d'être rejeté, d'être abandonné. Ça, c'est une peur qui revient souvent parce que, encore une fois, plus on a des expériences et plus ça peut être compliqué. Et beaucoup d'hypersensibles le disent, je m'investis trop émotionnellement, trop rapidement, je fais peur à l'autre. Dans le quotidien, on me reproche ma sensibilité, on dit que voilà, c'est trop intense émotionnellement et je fatigue l'autre, voilà. Et il est vrai qu'on peut être toxique, on peut en être toxique, hein, vraiment, dans notre sensibilité quand c'est trop, mais c'est pas parce qu'on en est toxique pour ce partenaire en particulier que ça l'est pour tous les partenaires, déjà. Et aussi, il y a ce cercle vicieux. Plus on a peur d'être rejeté et abandonné, et plus en fait, on va mal s'investir, trop s'investir. Il y a une dépendance en fait affective. Les gens qui ont cette dépendance affective, ils vont toujours avoir besoin de preuves d'amour, que ça va pas être suffisant. C'est parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on a peur d'être abandonné, plus on va demander à l'autre des preuves qu'il va pas nous abandonner. Mais plus ça va le fatiguer en fait de nous prouver des choses, et moins en fait il va avoir envie de s'investir. Donc plus on va se sentir abandonné, donc plus on va demander des preuves, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est terrible, et c'est terrible pour tout le monde. Donc il y a peut-être quelque chose d'abord à travailler en soi. Mais bon, c'est bien facile de dire travailler en soi, à un moment donné aussi. Il faut peut-être se dire que l'autre, est-ce qu'il est en capacité d'accueillir toute votre intensité ? Est-ce que déjà, ça fait partie de vos attentes ? Il y a plein de couples qui fonctionnent différemment. Il y a des couples où justement, ils n'ont pas besoin de se questionner là-dessus parce que c'est pas dans leur attente de couple de partager autant. Et c'est ok. Encore une fois, de savoir en fait ce que ça devrait être un couple pour vous, c'est hyper important cette question. Et puis, il y a des personnes qui vont dire, si, moi j'ai besoin de tout partager avec l'autre, et c'est vrai,
que là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai trouvé un partenaire, une partenaire qui est en capacité de réceptionner mon intensité, en fait, dans tout ce que je suis. Vraie question et vrai débat. Je vous laisse à vos réflexions. La troisième difficulté, c'est la déception, donc des relations passées, mais aussi la déception de soi-même. Parfois, on se dit qu'on n'a pas été à la hauteur. Moi, j'aime bien rassurer les gens en disant, mais on n'a pas été à la hauteur de quoi, en fait, et de qui ? Parce que c'est très subjectif. Et puis, est-ce qu'on est vraiment censé être à la hauteur ? Donc, cette question, c'est à double sens. Est-ce que l'autre doit être vraiment à la hauteur de mes attentes ? Et est-ce que je dois être vraiment à la hauteur de ses attentes ? Les attentes, d'avoir des attentes, c'est normal. J'ai envie de dire, c'est assez logique. Par exemple, lorsque on crée une famille, on a des attentes. On a l'attente que le ou la partenaire, finalement, remplisse son rôle de coparent lorsqu'on a des enfants. Parce que les responsabilités, en fait, et la charge mentale explosent. Elles se multiplient, notamment avec le nombre d'enfants ou les particularités de l'enfant. Lorsque vous avez X rendez-vous parce que vous devez amener, par exemple, votre enfant qui a des troubles 10 chez l'orthophoniste, ou bien votre enfant qui est TSA avec tel ou tel praticien. Bref, oui, ça augmente forcément, l'intensité du quotidien. Vous avez aussi moins de temps pour vous, pour prendre soin de vous, moins de temps pour le couple, donc on a l'attente que l'autre soit un coparent efficace, c'est évident. Mais ça se discute en fait. Ça se discute en disant, en fait, toi, tu attends quoi de moi ? Sois concret, sois concrète, et je vois moi si c'est ok pour moi ou si c'est pas ok, et on trouve des compromis. On peut très bien utiliser la méthode de la CNV en fait, donc c'est vraiment la méthode de j'observe, je vois mes sentiments, puis j'exprime en fait un besoin et je fais une demande. Et si effectivement, une fois avoir observé la situation, d'avoir compris mes sentiments, d'avoir exprimé un besoin concret et de faire une demande, la personne refuse parce qu'elle a le droit, en fait, on passe à l'étape du compromis, de trouver peut-être une solution. Et comprendre que la solution, elle se fait aussi avec le temps. Parfois, on n'a pas toujours la solution là de suite par rapport à la situation. Ça aide énormément dans les couples atypiques. Ne pas hésiter encore une fois à vous former à la CNV où il y a plein de ressources gratuites sur Internet. Je pense notamment à Thomas Dazenbourg qui fait un travail exceptionnel. J'ai fait ces formations notamment qui sont en ligne. Elles sont vraiment géniales. Elles sont top. Donc n'hésitez pas, il y a des ressources comme ça qui sont même gratuites sans faire ces formations et qui sont très très qualitatives, qui peuvent vous aider effectivement dans vos relations interpersonnelles, notamment dans votre vie de famille. Ensuite, il y a la crainte de mal aimer ou d'étouffer l'autre en raison finalement de notre intensité. Je la trouve très belle finalement, cette crainte-là, j'avoue. Et elle revient souvent chez les personnes atypiques qui disent en fait, j'aimerais lui faire comprendre que je l'aime, mais lorsque j'essaie de lui faire comprendre, j'ai peur en fait mon amour est tellement fort pour l'autre, j'ai peur que ça fasse un tsunami et de noyer l'autre dans tout ce que j'ai à lui donner. Et c'est vrai que je parle souvent en fait de quantité du récipient. Si on prend deux récipients, qu'il y en a un par exemple de 500 ml et l'autre de 2 litres, les deux récipients ne peuvent pas contenir finalement la même quantité de liquide. Celui de 500 ml, s'il est plein et qu'il se renverse dans celui de 2 litres, il restera encore de la place. Ce n'est même pas assez peut-être pour celui de 2 litres. Se dire vas-y, j'en veux plus. Et par contre, le récipient de 2 litres, si on le remplit, et qu'on le vide en totalité dans 500 ml, ça déborde, il y en a beaucoup trop. Finalement, elle est là la problématique. Et c'est ce que je vous disais, c'est de se dire, est-ce que l'autre est en capacité de réceptionner ? Et c'est possible que oui, et il n'y a pas forcément besoin que l'autre soit hypersensible aussi. Donc, lorsqu'on fait famille, et qu'on s'interroge en fait à faire famille avec un partenaire atypique ou pas, c'est de savoir en fait, est-ce que déjà je peux être 100% moi-même ? Ou est-ce que j'ai besoin de me canaliser ? Est-ce que j'ai besoin de faire attention ? Il ne faut pas oublier que rajouter des enfants, les enfants ne créent pas de complications ou plus de complications, mais les enfants viennent révéler les failles d'un couple en fait, c'est surtout ça. Car si vous ne vouliez pas voir vos failles, lorsqu'on rajoute des enfants dans cet équilibre, les failles elles vont exploser. Et donc c'est génial parce que ça permet aussi peut-être de travailler certaines choses sur votre couple et de le renforcer. Mais on ne peut pas utiliser bien sûr les enfants pour renforcer son couple, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que comme je vous disais, ça va forcément en fait rouvrir les failles et encore plus. Donc lorsqu'on a mis des choses en place avant,
comme le respect dans le couple, la communication, ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile une fois qu'il y a des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à mettre en place après, c'est juste que ça demande une collaboration plus grande, dans le sens où il faut vraiment que les deux soient dans ce processus d'acceptation et dans ce processus d'évolution. Et donc la dernière difficulté que je retrouve beaucoup chez les couples et les familles atypiques, c'est la difficulté de trouver un équilibre dans toute cette intensité émotionnelle et dans les besoins de chaque individu. À chaque fois qu'on rajoute un individu dans la famille, donc à chaque fois qu'un nouvel enfant arrive, il a en fait sa propre personnalité, ses propres besoins. Et donc possiblement sa propre intensité dans ses besoins, surtout si lui aussi est atypique. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Et donc, ça peut générer des complications. C'est-à-dire que j'avais mes besoins, c'était pas clair, mais ils étaient déjà intenses. Il ou elle avait ses besoins, c'était pas clair, c'était peut-être intense. Et en plus, on a un individu à part entière qui a ses propres besoins et que c'est peut-être intense. Et peut-être un deuxième, troisième, cinquième, huitième, 20e, je ne sais pas. Donc, plus on rajoute d'individus dans la famille, et plus ça peut être intense, c'est vrai. Je crois que mieux on maîtrise, et pas dans le sens gérer, mais maîtrise dans le sens connaissance de soi, ses propres besoins, ses propres failles, et plus c'est facile d'accueillir aussi en fait un nouvel individu avec son intensité. Il y a beaucoup en fait d'atypiques qui s'inquiètent et qui me disent je sais pas si je vais être parent parce qu'en fait moi-même je sens que c'est tellement intense dans ma vie, c'est tellement compliqué dans ma vie que je suis pas convaincue que je puisse accepter ça chez quelqu'un d'autre ou qu'il y a de la place pour ce quelqu'un d'autre. Alors, je peux pas répondre pour ces personnes-là parce qu'en fait c'est trop personnel. Mais ce que je veux leur dire c'est si tu as cette en fait conscience de toi que beaucoup n'ont pas, t'as quand même moins de risques d'exploser en fait. Alors soit la personne a dit non, moi je sais que j'ai besoin par exemple de vraiment ma liberté, de faire exactement ce que je veux, quand je veux, tout ça, et avoir un enfant c'est pas possible, et c'est ok en fait, encore une fois, on n'a pas l'obligation d'avoir des enfants. Mais je crois que parfois il y en a qui ont des peurs parce qu'ils se mettent une pression énorme. Ils idéalisent peut-être un peu le parent ou le parent qu'ils aimeraient être. Mais l'enfant n'a pas besoin de parents idéaux, hein, absolument pas, bien au contraire. Il a surtout besoin qu'on lui montre qu'on peut être aimé sans être idéal. Donc trouver cet équilibre dans l'intensité, c'est surtout, encore une fois, organiser un environnement pour que l'équilibre, pour soi déjà, ne vacille pas trop. Je dis ne vacille pas trop parce qu'il va vaciller. Il va vaciller plus d'une fois. Ça va être intense plus d'une fois. Il y a des moments de votre vie, et je pense que tous les parents peuvent en témoigner, où on se dit c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop douloureux. Et en fait ça le fait. Ça le fait parce que ce sont des moments, c'est des périodes. Et une fois qu'on les a vécues, je pense qu'on a aussi ce recul de se dire bon, ça ne dure qu'un temps. Après ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de demander de l'aide, qu'on n'a pas besoin aussi de craquer, enfin voilà. Mais cette intensité, c'est par vague. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que ça monte, mais toute vague qui monte redescend. Et comme à mon habitude, j'aime bien vous proposer quelques pistes scientifiques, tout simplement parce que ça démontre que le sujet il est connu, il est reconnu, que ça fait longtemps qu'il y a eu des études sur les couples en fait neuroatypiques, sur les familles neuroatypiques et de ce qu'elles finalement mettent aussi en place. La première étude, c'est sur les familles effectivement neuroatypiques, et je vous mets tout ça en barre d'infos. Là où les chercheurs soulignent l'importance d'une approche thérapeutique si ça ne va pas, mais surtout en fait mais surtout tout leur travail sont axés en fait sur la connaissance des forces individuelles. C'est parce que la personne en fait connaît ses forces individuelles qu'on va co-créer un environnement familial qui va être inclusif et favorable. Donc finalement, ça revient à tout ce que je vous ai dit précédemment. Il y a aussi une étude qui a été faite pour les personnes TSA qui conclut que la satisfaction conjugale des parents d'enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme est influencée par divers facteurs, et notamment sur le stress parental, le soutien social, la qualité de la communication au sein du couple. Les résultats montrent que justement un couple qui arrive à bien communiquer pourra faire face plus facilement justement aux difficultés et notamment au TSA de leurs enfants et même du leur. Donc ça c'est hyper important. Et que ça va même, en fait, grâce à ça, favoriser la résilience conjugale. Il y a une autre étude qui a été faite d'ailleurs sur le TDAH qui démontre à quel point justement développer une bonne communication dans son couple permet justement de
penser, on va dire, certaines difficultés liées au TDAH dans la vie quotidienne. Parce que oui, j'ai beaucoup de témoignages comme ça qui me disent, par exemple, mon mari s'agace parce que je perds toujours les clés de la voiture, c'est juste pas possible, il doit refaire des doubles à chaque fois. Enfin voilà, à un moment donné, à la énième fois, oui, même moi, si ça m'agace, je le vis mal, je culpabilise, et puis lui s'énerve, il comprend pas, il se dit, c'est pas possible, à un moment donné, tu le fais exprès, tu fais pas d'efforts, des choses comme ça. Donc la compréhension des atypies, la communication dans le couple va permettre effectivement de peut-être le faire autrement et de mettre en place des choses en fait pour compenser ça. Et enfin, il y a eu pas mal d'études qui ont démontré que les thérapies conjugales étaient souvent sollicitées en fait pour des couples qui n'osaient pas en fait exprimer le fait qu'ils avaient envie de se séparer. C'est intéressant ça parce que souvent les gens pensent qu'en faisant une thérapie conjugale, c'est pour sauver leur couple. C'est possible, mais que en fait dans la plupart des cas, et moi je l'ai vu en tant que médiatrice, c'est souvent parce qu'il y en a un des deux qui a pris sa décision que c'était fini, mais qui ne sait pas comment le dire et qui va, de manière inconsciente parfois, instrumentaliser finalement cette thérapie, ce suivi, pour essayer de faire passer le message à l'autre que c'est réellement fini. Et ça démontre bien en fait que la méconnaissance de soi, le problème de communication était là bien en amont et qu'il aurait fallu justement mettre des petits tips et astuces en ce sens-là. Donc n'oubliez pas encore une fois que faire famille, eh bien ça vous demande déjà de vous demander qu'est-ce que c'est une famille pour vous ? Qu'est-ce que vous attendez d'une famille ? Quelle place a votre partenaire finalement dans cette conception, dans cet idéal de famille ? Et est-ce que c'est lié à avoir des enfants ou non, de faire famille ? Vous voyez, ça c'est très personnel. Comme je disais, moi c'était à partir de 2, ne me demandez pas pourquoi. Donc peut-être qu'il y en a c'est à partir de 8, je ne sais pas, vous me direz. Et ensuite, c'est vraiment cette connaissance de soi sur ces atypies et cette communication en fait, dans la communication non violente qui va permettre d'aider aussi le couple à pouvoir faire famille la manière qui lui correspond. Donc ça vous demande de déconstruire beaucoup d'idées reçues et tout ce conformisme autour de ce que ce devrait être ou pas une famille. Et ça, c'est à vous seul d'y répondre. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a apporté, comme d'habitude, quelques pistes de réflexion. Si vous avez besoin, en fait, de livres ou d'études scientifiques, je vous mets toujours tout ça en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller voir.